7h30 ici même dans les locaux de Savane Média et c'est l'heure de votre matinale. Bonjour le Fassou. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous recevoir chez vous. Une nouvelle semaine débute avec des défis que nous allons évidemment relever. Alors je vous souhaite une semaine fructueuse. Pour ce lundi matin, nous parlons de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre l'hépatite célébrée en différé au Burkina Faso, une occasion de sonner l'alarme afin d'intensifier les efforts pour la riposte. On en parle dans la rubrique invité du jour avec un spécialiste en santé. La revue de presse de ce matin est assurée par Amadé Adama Soro et dans notre première rubrique, nous restons à Ouagadougou cette semaine. Nous allons parler du parc urbain Bangrewego, situé au cœur de la capitale burkinabé. C'est un espace de loisirs, de détente et aussi un site coutumier sacré. Vous en saurez davantage tout au long de cette semaine. Voici donc le menu de ce lundi matin. Installez-vous confortablement. C'est parti pour la découverte du parc urbain. Vous faire découvrir l'aspect coutumier de ce site. Rappelons que Bangrewego est un site coutumier sacré et d'un autre côté, un lieu de détente et de savoir. Il y a des rites coutumiers qui se font toujours à l'intérieur du parc urbain Bangrewego. N'oublions pas que c'était une forêt qui appartenait au Mogonaba et en juin dernier, le chef coutumier de Touquin, les délégations du Mogonaba et du chef de Sourgoubila et d'autres invités ont procédé à des rituels à l'intérieur du parc urbain Bangrewego. Ce sont des cérémonies coutumières pour dire merci aux ancêtres pour les saisons passées, pour invoquer la pluie et bénir la saison hivernale à venir, également pour demander la paix pour le Burkina Faso. Les activités essentielles étaient des sacrifices de poulets, de moutons, des animations populaires. Selon le chef de Touquin, gardien principal de cette tradition, il dit, je cite, je suis né trouver cette cérémonie. Mes parents ont hérité de leurs parents, de leur père. Nous la célébrons chaque année au début de l'hivernage pour demander aux ancêtres de nous accorder la paix, la santé, la pluie et surtout de bonnes récoltes. Nous demandons aussi que soient éloignées de nos populations les catastrophes et autres calamités naturelles. Toujours est-il que ce lieu est réputé avoir des pouvoirs bénéfiques, ce qui explique que l'on accourt de toutes parts pour implorer santé, bonheur, mariage, maternité et même argent. Quand les gens ont des problèmes, ils viennent souvent demander le secours de cette forêt. Ces rites permettent la coexistence entre les animaux et les hommes dans ce parc urbain Bangrewego sans incident car les rites coutumiers jouent un rôle. Cette semaine, on vous amène à la découverte de Bangrewego sous un autre plan, c'est-à-dire le plan traditionnel et coutumier. Alors, c'est tout pour à la découverte de ce matin. Nous marquons une pause le temps que Amadé Adamasoro s'installe pour la revue de presse. Très bien, et nous commençons par le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, le procureur militaire requiert la peine capitale contre Joseph Kabila en RDC, inopportune à l'heure du poussif accord de Washington. Au bord du Yangtze, don de médicaments à l'hôpital de Koudougou, le nouvel ambassadeur de Chine entame son séjour en bon samaritain. Conjoncture nationale, obsèque d'Alino Faso, la parole est à la justice. IB cadote de super enseignants à la journée de l'excellence scolaire 2025. Piqûre de rappel de l'appel de Gawa. News du jour. Le SMGA galvanise les troupes à l'ouest. Le buffle et l'éléphant abattu à Waka et à Bourg-du-Lasso
pour raison de sécurité. Retour des jumelles siamoises séparées au Royaume d'Arabie Saoudite. Nathalie Ambe, nommée conseillère spéciale du président Ghani. La Confédération de l'AES expliquait aux jeunes par Bassolma Bazier, Mali-Burkina, le PM Rim Talba reçu au palais de Koulouba. À la suite du journal aujourd'hui, au Faso Place au journal, le quotidien, à la une du quotidien, tournée du CMGA dans le groupement des forces pour la sécurisation de l'Ouest. Le général Moussa Diallo galvanise les troupes au front. Journée de l'excellence scolaire 2025, 5 millions de francs CFA et une villa pour chaque super enseignant. CHR de Koudougou, la République de Chine, fait un don de matériel médicaux. Cimetière municipal de Gungain, le dernier hommage de la nation à Alino Faso. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Sidoaya. À la une du quotidien d'État Sidoaya, lutte contre le paludisme. Le gouvernement met fin aux activités du projet Target Malaria. Visite d'amitié au Mali. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo reçu au palais de Koulouba. Éditorial, le moule du burkinabé nouveau. Excellence scolaire 2025, nous ne pouvons pas mener la lutte contre l'impérialisme sans une jeunesse éveillée et consciente. Le capitaine Ibrahim Traoré. Clôture camp vacances face au Mebo, la première promotion baptisée Sympdo ou la bonne sémence en langue nationale morée. Décès d'Alino Faso, l'influenceur repose au cimetière de Gongain. Campagne de chimio, prévention du paludisme, le ministre de la Santé aux côtés des acteurs à Péni. Place à présent au journal L'Express du Faso, édité à Bobo Gulasso, à la une de l'Express du Faso, barrage de Samandini, 1,2 tonnes de poissons récoltés grâce aux cages flottantes. La Sofitex signe des conventions pour mieux conduire la filière. Autant les dire, tant que les Burkinabés ne cultiveront pas la confiance en eux. CHR de Koudougou, la République populaire de Chine, fait don de matériel médical. Journée d'excellence scolaire 2025, une soirée de célébration et d'inspiration. Campagne de chimio, prévention du paludisme saisonnier. Le ministre Kargougou satisfait de la mise en œuvre à Pénin. Face au Mebo, les stagiaires de l'ENAFA contribuent avec 30 sacs de ciment. Place à présent au journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, caravane de dons de sang. Orange, Burkina Faso s'active à mobiliser environ 1000 poches de sang. Journée de l'excellence scolaire 2025, Adama Zalé et Mahawa Baoula, super enseignants de l'année. Lutte contre le paludisme au Burkina. Le gouvernement met fin aux activités du projet Target Malaria. Caisse nationale de sécurité sociale, 50 nouveaux contrôleurs de recouvrement et de sécurité sociale prêts à servir. CH Yalgado Ouedraogo, la première prothèse génome de l'utilisation de l'amalgame dentaire. Confidence du week-end, injure publique via les réseaux sociaux, une dame interpellée par la BCLCC. Sama Deni, une bonne récolte de poissons. Abattage d'un buffle à Ouaga et d'un éléphant à Bobo, le ministère en charge de l'environnement rassure. Et nous terminons avec le journal L'Observateur Palga, à la une de l'Obs après une intervention chirurgicale réussie en Arabie Saoudite, retour triomphal de Siamoise burkinabé. Bobo Dioulasso et Ouagadougou, un éléphant et un buffle abattu en ville. C'était pour éviter le pire selon le ministère de l'Environnement. Barrage de Tanguin, 2 individus pris en flagrant délit de pollution. Découverte modèle industrie des médias en Chine. Mission accomplie pour les 20 stagiaires burkinabés. Journée de l'excellence scolaire. Chaque super enseignant repart avec une villa et 5 millions de francs CFA. Une mention à Alino Faso. Dernière demeure aux côtés des morts pour la patrie. Réquisition de la peine de mort contre Kabila. Kabri mort n'a plus peur de couteau, nous dit le journal dans sa rubrique Commentons l'événement.
Merci beaucoup, Monsieur Soro. Un seul sujet, nous allons nous attarder sur un sujet assez important quand même. Retour des bébés siamois après une séparation réussie en Arabie Saoudite. Absolument, Bintou. Il faut donc dire que c'est c'est une actualité à son temps qui avait fait couler l'encre de salive, qui avait donc retenu et défait donc la chronique à son temps, car c'était non seulement un événement malheureux qui a par la suite suscité un grand espoir, mais qu'en Afrique, le plus souvent, il y a des pesanteurs sociales et qui font que lorsque dans un couple survient une telle naissance, des bébés collés, alors tout de suite, les gens pensent à un malaire, pensent à etc. Mais ici, on a plutôt mis en avant la question donc, de la science. On s'est dit, c'est donc une malformation corporelle et qui pouvait être rattrapée par la science. Mais pour cela, il faut qu'il y ait les moyens et qui vont avec, peut-être on va avoir quelques images. C'était vraiment très difficile pour les parents qui sont donc de conditions modestes. Donc, qu'il y ait cette action de l'ambassadeur du Burkina Faso et en Arabie Saoudite et de l'ambassadeur saoudien au Burkina qui ont vraiment travaillé. D'abord, il y a eu effectivement cette action menée par l'ambassadeur saoudien au Burkina qui a pris donc qui a pris la tâche avec les autorités du Burkina Faso pour voir la possibilité donc de effectivement obtenir un soutien pour cette opération. Effectivement, après avoir reçu donc l'aval du Burkina Faso, alors les Saoudiens, le gouvernement saoudien a dépêché un avion spécial médicalisé au Burkina Faso pour évacuer non seulement les deux bébés siamois, mais aussi leurs parents. Et cela aussi assorti d'une prise en charge complète. On a vu l'arrivée des deux bébés collés, 6 mois avec leurs parents. Et en Arabie Saoudite, ils ont été accueillis par notre ambassadeur à Riyad, docteur Boukari Sordgo, et qui également a vraiment fourni d'efforts considérables pour la coordination, etc. Donc c'est aujourd'hui avec un grand soulagement, et puisque l'opération a eu lieu le 27 février 2025, et aujourd'hui, donc hier, je pense hier, donc c'est après avant-hier, que le samedi, donc avant-hier, que le corps, enfin que les deux bébés sont arrivés à l'aéroport international de Ouagadougou. On a vu dans les images, je ne sais pas si la régie est prête pour les images. De toutes les façons, on a vu un grand soulagement à l'aéroport international de Ouagadougou, à l'accueil donc des deux bébés du nom de Awa et de Kajia. Et on a vu bien sûr l'ambassadeur du Burkina Faso. Voilà, les images sont là. On a donc vu l'ambassadeur du Burkina Faso, Ariad Boukari Sawadro. On a également pu observer quelques éminents membres de la communauté musulmane, notamment le docteur Wakar Boukré, le président de la communauté musulmane Eladji Moussa Kwanda. On a vu également bien sûr d'autres autorités islamiques, également aussi médicales, le professeur Isso Ouedraogo de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, et bien sûr amis et connaissances. Et ce qu'il faut souligner ici, c'est la bonne santé de la coopération entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite. S'il n'y avait pas effectivement alors cette entente diplomatique, cette amitié entre les deux pays, alors il allait être difficile pour obtenir effectivement ce résultat donc heureux, non seulement pour les parents et aussi pour la nation burkinabé. C'est le lieu donc d'appeler effectivement au renforcement des relations entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite, qui sont des pays liés par beaucoup d'autres facteurs. Notamment, c'est des pays qui sont donc ce qu'on appelle le Sud global. C'est des pays qui partagent des valeurs notamment culturelles et des valeurs aussi historiques, parce que par le passé, depuis le rétablissement des relations entre les deux pays, il y a eu en tout cas beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, en tout cas offert par l'Arabie Saoudite au Burkina Faso, notamment dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation,
Si on prend par exemple le barrage de Compiègne, ça a été financé en grande partie par l'Arabie Saoudite et par la Banque islamique de développement, la BID, sous la présidence du capitaine Thomas Sankara dans les années 80. Et également le barrage de Samandini, l'hôpital donc de Manga, la cité universitaire de Nassau. Beaucoup, en tout cas, beaucoup d'autres infrastructures et de soutien ont été donc apportés par la Saoudite de Burkina Faso. C'est le lieu donc de travailler à maintenir effectivement cette qualité relationnelle importante, car comme vous le savez, dans tous les pays du monde, il y a effectivement ces deux aspects du développement. Il y a le niveau interne où on doit mobiliser les ressources internes pour le développement, mais il y a aussi le niveau ou l'échelle externe où on doit avoir un réseau dense d'amis, de pays qui sont donc prêts à vous accompagner. Toutes les nations, tous les pays du monde fonctionnent ainsi. Il n'y a pas un seul pays qui peut dire je peux mais surtout satisfaire et ne pas donc avoir recours à la coopération, avoir recours, n'est-ce pas? Mais il faut que chaque pays essaie de définir sa propre vision, son propre agenda, et que s'il y a un soutien qui vient de l'extérieur, ce soutien doit être en appui, en complément aux efforts déjà déployés au niveau national. On ne doit pas s'attendre à ce que les autres là viennent nous aider à nous aider. Non, il faut qu'ils viennent trouver déjà sur place un travail qui est déjà fait, et c'est comme ça que les pays peuvent se développer. Alors, peut-être qu'il y a d'autres enfants qui sont dans la même situation. Est-ce que cette réussite va amener les gens à voir les choses autrement et avoir plus confiance en la, comme on le dit, en la médecine? Absolument. Et ce n'est pas le seul cas. Hein. Vous avez même vu qu'il y a eu une greffe de cœur hein, Oui, qui a eu lieu. Aussi greffe de rein aussi grâce à l'appui de la Turquie. Et ce qui est important, c'est que à la nouvelle dynamique enclenchée par le capitaine Ibrahim Traoré, on essaie de faire tout pour qu'au niveau national, on puisse avoir des médecins qualifiés, experts, et qui puissent bénéficier de ce transfert de technologie. Parce que quand on parle de transfert de technologie, il s'agit de mettre en place des dispositifs, des mécanismes qui permettent aux nationaux de pouvoir bénéficier de l'apport de l'extérieur. Et effectivement, ce que vous avez posé comme question est fondamental. Comme je l'ai dit, il y a des pesanteurs sociales, culturelles, qui font que quand, par exemple, dans des familles où il y a des jumeaux, où il y a on pense que c'est un malheur. Non, c'est pas un malheur, c'est quelque chose qui est arrivé. Et je pense que si on se fie à la science, à la médecine, on peut corriger effectivement ces ratés comme on a pu le constater. Et n'est pas parce que les bébés qui sont arrivés, les enfants qui sont arrivés, sont innocents. Donc il ne faut pas que les enfants soient prisonniers effectivement de ces idées-là qui peuvent même mettre leur vie en danger. Et je pense que ça, c'est vraiment, ça mérite une large communication pour que, quelle que soit la complexité de la situation ou de ces complications, de ces malformations, je pense que si on se fie à la science, à la médecine, avec aussi l'apport de l'expertise nationale et internationale, on peut trouver effectivement des solutions à ce genre de problèmes. Pourquoi pas espérer que ce genre d'opération se fasse également ici? Ce n'est pas impossible, parce que comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs opérations, greffe de cœur, greffe de rein, etc. On vient de lire même une information par rapport à la première prothèse genou qui a été placée avec succès à l'hôpital Edouard Ouedraogo. Donc, il faut donc saluer ce bond-là, ce bond qualitatif de la médecine au Burkina Faso qu'on a pu observer ces derniers jours, Alors, ces derniers temps. est-ce qu'après cette réussite, il y aura forcément un suivi pour voir comment est-ce que les jumelles évoluent ou bien Ça doit être le cas, mais moi je pense que c'est une intervention ponctuelle. Nous, en tant qu'État souverain quand même, on doit pouvoir assurer la relève. On ne doit pas chaque fois attendre que les autres là... Il y a un proverbe mauré qui dit qu'on ne peut pas donner une femme à quelqu'un et puis s'assurer de la suite, quoi. Voilà, donc je vais dire, quand on vous donne ces coups de main, je pense que vous pouvez également vous attendre pour la suite, le suivi. Et je pense que le gouvernement ne manque pas assez de moyens pour effectivement assurer un bon suivi, que ce soit au niveau médical, mais aussi au niveau social.
sociale, effectivement, parce qu'ils sont quand même restés en Arabie Saoudite plus de 5 mois, hein, c'est depuis février que l'opération a eu lieu. Et donc je pense que nous aussi on peut, même si on va vendre quelques bœufs, quelques vaches, pour pouvoir donc assurer le suivi de ces bébés, de ces anges. Merci, Monsieur Soro, pour toutes ces analyses. On se retrouve demain à la même heure, Dieu voulant. Restez avec nous. On se retrouve juste après ceci. Le monde commémore chaque année le 28 juillet la journée mondiale contre l'hépatite. Le Burkina Faso, à travers le ministère de la Santé, a choisi cette année d'étaler la célébration pour la première fois sur 2 semaines du 16 au 30 août. Une célébration pour tirer la sonnette d'alarme par rapport à cette maladie tueuse. On en parle ce matin avec Inoussa Savadogo, spécialiste en santé publique. Il est également chef d'unité d'appui aux activités promotionnelles du programme sectoriel santé de lutte contre le VIH-Sida, les IST et les hépatites virales. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour le Faso. Bonjour madame, merci de nous donner l'opportunité de parler des hépatites sur votre plateau. Merci à vous d'avoir répondu présent. Alors pour commencer, dites-nous, qu'est-ce que les hépatites virales? Alors, les hépatites dans leur globalité désignent tout ce qui est atteinte inflammatoire du foie. Donc, cette atteinte inflammatoire du foie peut être d'origine toxique ou infectieuse. Et d'origine toxique, c'est peut-être lié aux médicaments, à toutes les substances que nous pouvons consommer, qui sont traitées au niveau du foie et qui peuvent laisser en tout cas une inflammation. Alors, l'autre pan des hépatites, c'est effectivement les hépatites virales qui sont liées à l'inflammation du foie en relation avec l'action de virus dites hépatotropes qui vont cibler leur action sur le foie et d'autres organes, mais essentiellement sur le foie. Et parmi ces virus de l'hépatite, il y en a 5, hein, mais il y a 2 particulièrement qui, de par leur, en tout cas, le taux élevé de morbidité, donc lié à leur capacité à rendre malade et à évoluer vers des complications à type de cirrhose de foie et de cancer de foie, et aussi à la morbidité, la capacité à tuer, ils vont nous intéresser ici. Ce sont les hépatites B et C. Et donc les hépatites virales renvoient à toute atteinte du foie en lien avec l'infection par les hépatites B et C. Mais il y a 5 types d'hépatites. D'hépatite, oui, voilà. Et on remarque que l'accent est plus mis sur l'hépatite B. Exactement. Pourquoi l'hépatite B? Je parlais tantôt de morbidité. Dans le monde, en tout cas, c'est l'hépatite qui, avec l'hépatite C, qui a le plus tendance à évoluer vers des complications graves à type de cirrhose de foie, les aussi appellent CAPOA, ou voilà, un cancer du foie. Voilà pourquoi nous sommes vraiment focalisés, et ces hépatites, leur ampleur dans le monde, en Afrique et au Burkina, témoignent de l'intérêt que le monde de la santé s'y intéresse. Alors, et 2 semaines pour commémorer en différé cette journée. Pourquoi donc Alors, 2 semaines, il faut déjà signaler que c'est la première fois que le Burkina Faso célèbre en grand nombre, commémore plutôt en grand nombre, la journée mondiale de lutte contre les hépatites. Alors, cette décision des plus hautes autorités que nous saluons est réellement offre l'occasion de parler de cette tueuse silencieuse. Donc il fallait quand même se donner le temps d'en parler sérieusement, mais aussi d'impliquer toutes les parties prenantes. Cela a nécessité une préparation, d'où déjà la célébration en différé. Vous l'avez rappelé tantôt, la journée mondiale de lutte contre l'hépatite, c'est le 28 juillet. Voilà, de chaque année. Le Burkina a choisi de se donner le temps.
impliquer toutes les parties prenantes et aller en rang serré et parler beaucoup. D'où le fait, l'idée génieuse d'étaler la commémoration sur 2 semaines. 2 semaines pour avoir le temps de toucher le maximum de personnes. Est-ce qu'à travers ces activités, journée de sensibilisation, dépistage, et on a vu le cross populaire qui s'est tenu le 18, si je ne me trompe pas, c'est le 20. 19. Voilà, le 19. Vous pensez pouvoir mobiliser des personnes avec ces activités? Nous sommes en train de le faire et réellement l'engouement de la population avec le soutien des organisations de la société civile. Les associations ont vraiment mouillé le maillot, comme on le dit souvent, et la mobilisation a été de taille. Pour une première journée, nous pensons avoir largement atteint nos objectifs en termes de mobilisation. Pour juste vous citer un exemple, on a une association de jeunes qu'on appelle Fighters of Disease, qui ont initié, par exemple, une activité très simple qui consistait à envoyer des vidéos de sensibilisation à chacun. Et sur les réseaux sociaux, celui qui aurait reçu le plus de partages et le plus de likes sur sa page sera primé. Et rien que ça, en un temps record, on a atteint plus de 100 000, 200 000 personnes autour de ces messages de sensibilisation-là. Sans compter, vous avez vu les images du cross, on a eu un monde fou. C'est la commémoration officielle, on a eu un monde fou. Et c'est vraiment toute la joie que nous avons en tant qu'acteurs de la lutte. Et nous pensons que cela va continuer pour une meilleure information de la population. Alors, il faut noter que c'est ce que désiraient les associations qui luttent contre l'hépatite. Ils ont tant voulu et attendu que les autorités s'engagent pour parler un peu plus de cette maladie qui tue. J'imagine leur joie et comment est-ce qu'ils s'impliquent dans la chose. Vous avez trouvé juste, les associations nous l'ont à plusieurs reprises fait savoir. Et c'est vraiment l'occasion ici de remercier toute la hiérarchie du ministère de la Santé et les plus hautes autorités du Burkina qui nous ont permis, qui nous ont donné les moyens et les partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés pour donner un temps de réflexion sur comment ajuster, comment booster la lutte contre les hépatites au Burkina Faso. Et là, les associations ne se sont pas priées. Ils se sont vraiment engagés et nous avons vu toute la mobilisation qu'ils ont eue autour de cette thématique. Alors, j'ai vu 500 séances de sensibilisation qui sont prévues à Ouaga et à Bobo. Alors, ma question, c'est pourquoi juste Ouagadougou et Bobo-Dioulasso? Merci beaucoup. Nous avons juste mis l'accent sur Ouaga et Bobo pour une question d'organisation, pour avoir de l'impact. Sinon, les sensibilisations vont se poursuivre après cette journée. Et pour une première fois, nous avons voulu aller dans les 2 grandes villes et mesurer l'impact, corriger un peu notre tir et avant de gagner tout le territoire. Et c'est sûr que nous n'allons pas attendre le 28 juillet 2026 avant d'aller dans les autres régions. Et la lutte, elle est continue. Ce sont les séances incluses dans la commémoration qui sont au nombre de 500. Sinon, le travail sera au jour le jour pour que le citoyen burkinabé, partout où il est, puisse avoir l'information sur les hépatites. Donc, c'est-à-dire que les séances de dépistage et autres se font également dans les autres villes du Burkina? Ça sera programmé dès que nous aurons en tout cas les intrants, les moyens pour le faire. Alors, selon Dr Dieudonné Soma, coordonnateur du programme sectoriel santé de lutte contre le VIH-Sida, les IST et les hépatites virales, si les tendances actuelles de l'infection se poursuivent, d'ici 2040, les hépatites virales risquent de causer plus de décès que la tuberculose et le VIH réunis. Cela veut-il dire que la maladie avance à grands pas malgré les sensibilisations? Il faut dire que malheureusement, la tendance actuelle de la majeure partie des pathologies chroniques, dont celle que vous venez de citer, grâce à l'effort conjugué de l'ensemble des partenaires, les courbes sont en train de redescendre.
contrairement aux hépatites où la courbe a une tendance à se lever. Et comme vous l'avez si bien dit, selon l'OMS et repris par notre coordinateur, le docteur Nathan Dieudonné Sommet, et si la tendance est maintenue, nous aurons plus de décès liés aux hépatites que les décès liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme réunis. Alors, pour vous donner des chiffres concrets, en 2023, on avait une tendance de 6 000 nouveaux cas par jour dans le monde. 6 000 personnes qui sont infectées chaque jour par les hépatites virales. Et chaque seconde qui passe, il y a une personne qui décède quelque part dans le monde des hépatites. Je vous laisse imaginer depuis notre temps d'antenne combien de personnes sont déjà décédées des hépatites. Et vous voyez que si cette tendance se poursuit, d'ici 2040, c'est vraiment des millions et des millions de personnes que nous allons perdre. Alors que des moyens existent pour prévenir, des traitements existent pour soit guérir, soit prévenir les complications. Il suffit juste de porter l'information et la juste information auprès du public pour que des actions aient des fruits. Vous avez tantôt parlé des moyens qui existent pour guérir. Alors, on sait que le seul moyen de prévention, c'est le vaccin. Comment expliquer que malgré toutes les sensibilisations, certaines personnes fassent la sourde oreille? J'ajouterais quand même un peu de... Il y a beaucoup de moyens de prévention. Le moyen, en tout cas, de prévention, l'un des moyens les plus efficaces, c'est le vaccin. Si on est vacciné, nous pensons que on est protégé pour certaines choses à vie. Alors, pourquoi la sourde oreille? Nous pensons que c'est à nous, techniciens, c'est à nous, professionnels de la santé, avec votre accompagnement en tant que professionnel de la communication, d'ajuster notre message pour qu'il soit mieux entendu, mieux compris. Nous pensons qu'il faut que nous, en tant qu'acteurs, nous puissions nous remettre en cause pour voir un peu notre stratégie de communication. Parce que c'est lié à des préjugés, c'est lié à des fausses rumeurs. Et ce n'est pas le vaccin contre les hépatites seulement qui sont victimes, c'est la vaccination tout entière. Et nous pensons qu'il faut aller porter la juste information là où il faut. Est-ce que cela veut dire que le message ne passe pas très bien? Le message passe, mais pas comme nous le souhaitons pour le moment. Et aussi, il y a d'autres facteurs. Il faut le reconnaître que avant d'avoir accès à la vaccination, si vous permettez, je vais expliquer un peu la vaccination, par exemple, chez les enfants. Le Burkina Faso a adopté la gratuité, la vaccination chez les enfants dès la naissance. Pour l'hépatite B, par exemple, il faut vacciner tout enfant né au Burkina dans les 24 premières heures contre l'hépatite B. Si on réussit ce pari, on a sauvé beaucoup d'enfants de la maladie. Et faire un rappel un mois plus tard, un mois de vie pour le Penta 1, Penta plus hépatite 1, Penta plus hépatite 2 et 3. Et ça, c'est gratuit. Mais pour que l'enfant ait bénéficié de cette vaccination, il faut déjà que la femme fasse sa CPN pour avoir la bonne information, qu'elle accouche dans une formation sanitaire et que on puisse se rappeler pour faire la vaccination. Donc vous voyez qu'il y a tout un préalable et c'est vraiment le lieu ici d'inviter tout Burkinabé, tout citoyen, toute personne vivant dans notre pays et pourquoi pas toute personne, parent d'enfants, de veiller à ce que toute femme enceinte fasse ses soins prénataux. Parce que lors de ces soins prénataux, elle aura toutes les informations liées à la prévention. Elle pourra être dépistée gratuitement. Et si elle est négative, son enfant sera préservé. Et si elle est positive, elle pourra être prise en charge gratuitement. Et son enfant sera protégé à la naissance par la vaccination.
Donc vous voyez qu'il y a un préalable, il faut que les femmes se rendent dans les formations sanitaires, qu'elles bénéficient des soins prénataux. Et là, l'information est en train d'être travaillée et la mobilisation est tous azimuts avec l'aide des communautaires. Est-ce qu'il y a des femmes qui accouchent dans des centres de santé et les enfants ne bénéficient pas de ce vaccin? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, nous pensons que c'est extrêmement rare, mais nous ne pouvons pas dire que ça n'existe pas. Voilà, pour une raison X ou Y, on peut être confronté à cette situation, mais nous pensons que c'est là où nous devons mettre l'accent sur la sensibilisation de la population pour que chaque femme, chaque parent, chaque mari puisse réclamer la vaccination de son enfant à la naissance. Et aujourd'hui, les formations sanitaires sont dotées du matériel nécessaire, sont dotées des intrants. Le personnel est formé et nous allons poursuivre la formation de ce personnel-là pour qu'il soit en mesure de réagir le plus promptement possible face à ces besoins des enfants-là. Donc, c'est à la population aussi de pouvoir réclamer. C'est dans les 24 premières heures. Okay. Votre femme est en travail, rappelez-vous que dès qu'elle accouche, il faut qu'on... Et n'oubliez pas mon vaccin. Et si le lendemain, ce n'est pas fait, il faut exiger à ce qu'on le fasse avant les 24 premières heures. Alors, le vaccin, il est gratuit, mais il ne suffit juste pas de faire la première dose. Il faut également faire les rappels. Alors, la première dose, elle est déjà fondamentale. Si on arrive à faire le rappel à 1 mois, c'est l'idéal. Sinon, cet enfant, dès le 2e mois, entre dans le calendrier vaccinal normal du PEV. Et il aura sa penta, plus hépatite 1, à partir du 2e mois. Et chaque mois, durant les 3 mois qui suivent, on va faire le rappel. Et tous ces enfants, vous avez remarqué, toute notre lutte, ce sont les enfants qui ont échappé à ces vaccinations-là. Sinon, depuis 2002, le Burkina a introduit ces vaccinations. Normalement, en tout cas, toute la génération qui est née après, si tous les enfants étaient vaccinés à l'heure actuelle, on allait quand même moins parler de ce drame-là en termes de chiffres. Alors, parlant de vaccin, est-ce qu'une fois vacciné, on est immunisé à vie? Nous sommes formés là-dessus. Les études scientifiques l'ont prouvé. Une vaccination bien menée, on est immunisé à vie. À vie. Ouais. Et combien de doses faut-il? Il faut les 3 doses. Obligatoire. Obligatoire. Et Espacées chez l'enfant et les hépatites. Chez l'adulte, quand par exemple on fait le test, parce que chez l'adulte, on ne vaccine pas un adulte sans s'assurer qu'elle a une sérologie négative. Donc il faut d'abord faire le test, confirmer qu'on n'est pas, on n'héberge pas déjà le virus. Et on fait une première dose, une deuxième dose 1 mois après, et une 3e dose 6 mois après la 2e dose. Et on est immunisé. Donc une première dose dès que possible et après un test négatif. Une 2e dose 1 mois plus tard et une 3e dose 6 mois après la 2e dose. Et on est immunisé. Alors, pour certaines personnes, la 3e dose, elle est facultative. Souvent, on oublie. Est-ce que juste les 2 doses suffisent? Les 2 doses, on ne peut pas dire que vous êtes immunisé à vie. Nous, on recommande, en tout cas le programme recommande les 3 doses avec le schéma bien indiqué. C'est ça qui a fait l'objet d'études et qui, nous nous basons sur des évidences. On a dit, si on se fait vacciner 3 fois, les anticorps produits permettent de protéger l'organisme à vie. Donc, on ne peut pas recommander 2 doses ou 1 dose, non, ça ne sera pas scientifique. Il faut les 3 doses obligatoirement. Alors, pour certaines personnes, c'est le paludisme qui est un véritable problème de santé publique. Donc, il faut plus se concentrer sur ça. Est-ce que c'est effectivement comme cela qu'il faut voir les choses, M. Saoudou? À mon avis, non. Vous l'avez si bien relevé. Les études sont fermées. Si d'ici 2040, effectivement, rien n'est fait,
les hépatites causeront plus de décès que le paludisme, le VIH, la tuberculose réunis. Ce qui veut dire que les hépatites constituent quand même un problème. On ne les mettra pas sur une balance pour dire qui pèse plus que qui, mais c'est tous des problèmes de santé et nous devons y veiller. Et j'ai comme l'impression que le paludisme également, on est en voie de trouver des stratégies de lutte. Il y a un vaccin, il y a la chimioprophylaxie. Actuellement, il y a des équipes du ministère de la Santé qui sont en train de distribuer des comprimés. Et vous avez remarqué l'efficacité de ces comprimés. Il y a 10 ans de cela, en saison hivernale, nos formations sanitaires sont bondées de monde. Les enfants ont des sérums accrochés, même souvent à des arbres. Mais depuis l'introduction de la chimioprophylaxie, vous avez vu qu'on a moins d'enfants atteints de palu pendant la saison hivernale. Tous ceux, en tout cas, qui ont pris les comprimés sont là. Voilà, sinon, pour les revenir, formations sanitaires voilà, sont toujours bondées. Bondées, oui, mais vous allez voir que c'est plus des adultes que des enfants. Parce que les enfants, justement, ont pris la chimioprophylaxie. Bon. Pour revenir aux hépatites, nous restons sur ce qui a été dit. Les hépatites constituent un véritable problème de santé publique. Et si nous ne veillons pas, nous allons nous retrouver avec un véritable drame. Le problème des hépatites, c'est qu'il n'y a pas de signes jusqu'à l'apparition des complications. Et malheureusement, dès l'apparition des complications, parfois, c'est difficile de prendre en charge le malade. Ah bon, on prend en charge, mais c'est difficile de revenir sur certains dégâts déjà causés à l'organisme. Alors, nous parlons maintenant de comment se passe le traitement. Vous l'avez tenté de parler des malades atteints de cette, disons, de l'hépatite. Comment se passe le traitement et le suivi? Merci beaucoup. Et grâce à la volonté politique au Burkina Faso, le traitement, par exemple, de l'hépatite C est gratuit. Il suffit d'aller faire son test. Et si on est testé positif, d'entrer en contact avec les formations sanitaires, vous allez bénéficier de vos médicaments gratuitement. Et on guérit de l'hépatite C. On guérit de l'hépatite C, je le répète. On guérit de l'hépatite C. On guérit de l'hépatite C. Le traitement va vous prendre environ maximum 3 mois et si c'est bien suivi, vous allez guérir de l'hépatite C. Pour l'hépatite B, le traitement pour la femme enceinte est gratuit. Si une femme se présente lors des soins prénataux, on fait son test. Si c'est positif, elle va bénéficier. D'abord, le test est gratuit et si c'est positif, elle va bénéficier d'une prise en charge médicale gratuite. Alors, pour les adultes, hors programme, le traitement existe. Il est subventionné et il est il est accessible dans les formations sanitaires. Pour l'hépatite B, ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'on ne vous met pas systématiquement sous traitement. Dès que c'est positif, il y a un certain nombre d'examens qu'on va faire pour vérifier l'atteinte, le niveau d'atteinte par le virus. Et généralement, il y a des patients qui sont suivis comme ça, juste des examens de contrôle pour suivre l'évolution pendant des dizaines d'années. Sans traitement. Sans traitement. Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que pour l'hépatite B, par exemple, il y a des gens qui sont infectés par l'hépatite qui ne feront jamais la maladie. Oui. Et parfois, l'organisme arrive à se débarrasser même du virus et on ne l'a plus. Ou on peut l'héberger jusqu'à vivre 60-70 ans et puis sans développer la maladie. Mais il existe environ 10 à 15% de ceux qui vont héberger la maladie de façon chronique, ils vont vraiment développer des complications. Et c'est chez eux, c'est ces complications-là que nous voulons prévenir en disant d'aller faire rapidement le test, de se faire prendre en charge et dès que le spécialiste va voir, l'agent de santé plutôt, va voir que vous risquez d'aller vers les complications, on va vous mettre sous traitement. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ce traitement est à vie. Pour le moment, ce traitement est à vie. Alors, est-ce qu'on guérit de l'hépatite B? Je dirais non. Voilà pourquoi j'ai dit que le traitement est à vie. On guérit de l'hépatite B. Je vous ai dit tantôt que parmi les personnes qui vont
choper le virus, il y a certains qui vont contrôler et qui vont expulser le virus par eux-mêmes. Et ils sont guéris de l'hépatite B. D'autres vont vivre la chronicité de la maladie. D'accord. Cette chronicité de la maladie, certains ne vont jamais faire de complications. Et parmi ceux qui vont faire la complication, vraiment, le traitement est à vie parce qu'on se débarrasse difficilement. Il y a une infime proportion qui vont peut-être se débarrasser secondairement du virus, mais c'est tellement infime qu'on préfère communiquer sur le fait du traitement à vie. Et le spécialiste, s'il a l'heureuse nouvelle de vous annoncer que vous faites partie des personnes exceptionnelles qui se sont débarrassées du virus après la mise sous traitement, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que les malades ont accès aux soins partout dans le pays? Merci beaucoup. C'est une question fondamentale pour le programme qui, au jour d'aujourd'hui, il y a une prise en charge dans les formations sanitaires. Mais nous estimons qu'il faut renforcer davantage la capacité, renforcer davantage les compétences du personnel. Donc, le ministère de la Santé a instruit le programme de planifier des formations en cascade qui vont toucher tous les agents de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes, à tous les niveaux du système de santé pour pouvoir renforcer leur capacité pour gérer tous les malades à tous les niveaux du système. Ok, alors ce qui veut dire que c'est juste dans les grandes villes qu'on peut avoir accès à ces soins. Non, ça dépend, je suis désolé. Ça dépend de ce que vous appelez grande ville. Je prends l'exemple de Ouaga, Bobo, peut-être. Non, dans tous les districts sanitaires du Burkina Faso, on peut se faire prendre en charge les hépatites. Voilà. Dans tous les districts, il suffit d'aller faire le test. Si c'est positif, on se réfère aux professionnels de santé. Si au niveau CSPS, quelque chose ne peut pas être fait, au niveau du centre médical à côté, voilà, et c'est sûr que quelque chose peut être fait. Alors, tantôt on a parlé des personnes atteintes de l'hépatite. Comment se comporter quand on est en face d'une personne malade? Merci beaucoup. Il est important de rappeler que le thème de la célébration de la Journée mondiale contre les hépatites 2025, c'est hépatite brisant les barrières, y compris les barrières en lien avec la stigmatisation, la discrimination. Comment se comporter devant quelqu'un qui vit avec une hépatite virale? Il est important de rappeler qu'on ne contamine pas. On ne se contamine pas en saluant quelqu'un qui vit avec une hépatite, en mangeant dans le même plat avec quelqu'un qui a les hépatites. Par la sueur ou par les piqûres de moustiques, on ne peut pas attraper les hépatites virales. Ceci étant, ce qui sied par rapport à quelqu'un qui vit avec les hépatites, c'est de faire en sorte de ne pas utiliser les mêmes objets tranchants avec la personne. Parce que là, par exemple, on peut s'infecter. Et c'est le cas de le dire, par exemple, pour l'hépatite C, qui se propage le plus souvent dans le milieu des usagers des drogues injectables. Vous savez qu'ils utilisent les mêmes seringues pour se partager. Voilà, donc ne pas utiliser les mêmes objets. C'est le cas aussi d'attirer l'attention sur les professionnels du tatouage, par exemple, où on utilise des objets tranchants pour faire les tatouages. Et il faut bien les stériliser. Et nous-mêmes, nous recommandons l'utilisation d'objets à usage unique par personne. Il faut éviter d'avoir des rapports sexuels non protégés parce qu'il faut le dire aussi, les hépatites se transmettent par voie sexuelle. Donc il faut éviter d'avoir des rapports sexuels non protégés, surtout le multiple partenariat, les partenaires sexuels multiples ou en tout cas les rapports sexuels non protégés. Et je pense que par là, nous pourrons vraiment éviter les hépatites. Il est important aussi de rappeler que nous avons souvent des informations qui sont véhiculées par rapport à la transmission des hépatites par la salive, à travers les gobelets. Jusqu'à présent, aucune étude vraiment d'envergure
nous a prouvé qu'on peut le transmettre par les gobelets. Parce que pour qu'il y ait transmission, il y a quand même un certain nombre de virus qui doivent être présents. 1. Et 2, il faut une brèche. Pour caricaturer, si je me lave avec du sang contenant des virus de l'hépatite, si je n'ai pas de porte d'entrée, je n'ai pas de blessure, je ne pense pas que je pourrais attraper l'hépatite virale. Voilà. Et pour la salive, c'est aussi pas une vraie information. Ce n'est pas une vraie information à partir du moment où ce n'est pas la salive en elle-même. C'est peut-être qu'une salive avec une bouche saillante, et, ou en tout cas la personne séronégative aussi a une porte d'entrée. Peut-être que, voilà, j'aime caricaturer quand on sort manger le poulet et puis on utilise les cure-dents, on se blesse les gencives, après on s'embrasse. C'est évidemment que l'autre saigne de la bouche, vous aussi vous avez blessé vos gencives, c'est un boulevard pour le virus. Ça par exemple oui, mais ce n'est pas la salive en tant que telle qui a transmis. Est-ce qu'une personne infectée peut être en couple avec une personne qui est bien portante? Oui, les couples sérodifférents, effectivement, cela est possible. Cela est possible, il suffit de prendre des informations, les conseils auprès des acteurs de santé et vous allez vous prévenir, vous pouvez avoir des enfants séronégatifs et puis vivre votre vie de mariage heureux. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau. Nous sommes prêts à accueillir ce genre de couple pour pouvoir les accompagner. Alors, quelle est la suite du programme? Alors, il faut dire que le programme a été étalé depuis le 16 août passé. Nous avons eu le cross populaire, vous l'avez rappelé. Nous avons eu l'accompagnement de vous, les acteurs de la presse, à travers une conférence de presse. C'est l'occasion de vous dire merci pour votre accompagnement et de vous solliciter davantage pour plus de communication. Nous avons eu la commémoration officielle présidée par Monsieur le ministre de la Santé, le docteur Kargougou. Et aussi, nous continuons avec la campagne média, des émissions, des émissions de sensibilisation, des interviews, des publications, des productions médias et aussi des campagnes de sensibilisation. Vous l'avez relevé tantôt, nous avons prévu 500 séances de sensibilisation à Ouaga et à Bobo. Donc nous invitons la population à s'informer auprès des districts sanitaires qui vont programmer ces séances-là en collaboration avec les associations sur place et jusqu'au 31 août nous sommes sur le terrain. Alors, où se font les dépistages actuellement? Alors, il serait difficile pour moi de citer des endroits, mais je sais qu'il y a des dates qui sont déjà qui sont en train d'être négociées encore. Je ne parle pas des dépistages passés, mais par exemple, nous allons fixer des équipes au niveau des hôpitaux. À Ouagadougou, par exemple, à l'hôpital Yalagado, Tenganogo, Bogodogo, les dispositions sont en train d'être prises pour que les équipes s'installent pour les dépistages. Et voilà pourquoi je disais tantôt de s'informer auprès des responsables des districts pour les informations. Alors, Monsieur Sawadogo, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Quel est votre message à l'endroit de nos téléspectateurs? Merci bien de nous donner l'opportunité de communiquer. Le message, il reste le même. Mobilisons-nous contre les hépatites. Au Burkina Faso, il y a la possibilité de se faire dépister et de se faire soigner. Il y a la possibilité d'avoir l'information juste pour se préserver des hépatites. Et la prise en charge des hépatites est gratuite pour l'hépatite C. Cette prise en charge est gratuite pour l'hépatite B pour la femme enceinte. Et la vaccination des enfants est gratuite. Et il faut vacciner tout nouveau-né au Burkina Faso dès les 24 premières heures. Il faut vacciner tous les nourrissons selon le programme du PEV. Voici vraiment l'information essentielle. Arrêtons de discriminer les personnes vivant avec les hépatites. On peut vivre correctement avec une personne vivant avec cette maladie. Et c'est ensemble que nous allons booster plutôt cette maladie hors du Burkina Faso.
Alors, on retient que la lutte contre les hépatites nécessite l'implication de tous pour freiner leur progression. Merci à vous, Monsieur Savadogo. Fidèles téléspectateurs, restez avec moi. On revient juste après ceci. Voilà, avant de nous quitter, nous revenons sur notre première rubrique à la découverte de cette semaine. Nous vous amenons à nouveau à la découverte de la forêt du savoir Bangrouego pour vous faire découvrir l'aspect coutumier de ce site. Rappelons que le parc urbain Bangrouego est un site coutumier sacré et d'un autre côté, un lieu de détente de savoir. Il y a des rites coutumiers qui se font toujours à l'intérieur du parc urbain Bangrouego. N'oublions pas que c'était une forêt qui appartenait au Mugunaba et en juin dernier, le chef coutumier de Toucan, les délégations du Mugunaba et du chef de Sourgoubila et d'autres invités ont procédé à des rituels à l'intérieur du parc urbain Bangrouego. C'était l'occasion pour dire merci aux ancêtres pour les saisons passées et pour invoquer la pluie et bénir la saison hivernale à venir. Également pour demander la paix pour le Burkina Faso. Des activités essentielles étaient des sacrifices de poulets et de moutons, des animations populaires. Selon le chef de Touquin, gardien principal de cette tradition, il dit, je cite, « Je suis né trouver cette cérémonie. Mes parents ont hérité de leur père. Nous la célébrons chaque année au début de l'hivernage pour demander aux ancêtres de nous accorder la paix, la santé, la pluie et surtout de bonnes récoltes. » Nous demandons aussi que ce soit éloigné de nos populations les catastrophes et autres calamités naturelles. Toujours est-il que ce lieu est réputé pour avoir des pouvoirs bénéfiques. Ce qui explique que l'on accourt de toutes parts pour implorer la santé, le bonheur, le mariage, la maternité et même l'argent. Quand les gens ont des problèmes, ils viennent souvent demander le secours de cette forêt. Ces rites permettent la coexistence entre les animaux et les hommes dans ce parc urbain Bangrouego, car les rites coutumiers jouent un rôle. Cette semaine, on vous amène à la découverte du parc Bangrouego sur son plan traditionnel et coutumier. Voilà, c'est la fin de votre matinale. Bonjour le Faso sur Savane TV. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se dit à demain, Dieu voulant, à la même heure. Prenez soin de vous.